Bonne journée à tous. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour Madame Martichoux. Merci d'être avec nous en direct. François Bayrou qui quitte le gouvernement 1 mois et 2 jours après y être entré. C'est la première crise de la présidence Macron. Oui, c'est une crise politique qui d'ailleurs se traduit assez curieusement. D'abord parce que François Bayrou explique qu'il quitte le gouvernement pour retrouver sa liberté de parole, mais il part avec la ministre de la Défense, la ministre des Affaires européennes. Et si j'ai bien compris, dans le nouveau gouvernement, là où il avait 3 ministères importants, il se retrouve avec 2 secrétariats d'État anecdotiques. Oui, et alors, pourquoi dites-vous qu'il y a quelque chose là d'illogique ? Parce que je peux comprendre que François Bayrou veuille retrouver sa liberté de parole, même si je vous le dis, je considère absurde cette manie maintenant que dès que une enquête, un soupçon existe, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec François Bayrou, on fait démissionner les gens. Parce que si ça se trouve, il n'y a rien. Et donc, on vient de bouleverser un équilibre gouvernemental sans raison. C'est pas un progrès de la démocratie. Ah non, je pense que c'est une régression de la démocratie, parce que la démocratie, elle se base sur la présomption d'innocence, et qu'on a progressivement créé une présomption de culpabilité dès que un soupçon existe, et que je pense que c'est dangereux. Vous imaginez que dans n'importe quelle entreprise, à chaque fois que quelqu'un fait l'objet d'un soupçon ou d'une enquête, il perd son travail. Enfin bon. Alors sur le cas particulier, je voudrais juste m'arrêter parce que c'est important quand même de savoir où on met le curseur. Édouard Philippe hier sur TF1 à 20h a dit à peu près le contraire. Il a dit les Français ont envoyé justement un signal assez clair pour dire que on pouvait plus supporter ce soupçon. Sous-entendu, voilà, il faut en tirer les conséquences. Autrement dit aussi, la règle mise en examen égale démission ne tient pas. Maintenant, ça se passe même avant. Vous le regrettez ? Eh bien, je suis en désaccord avec le Premier ministre parce que je pense qu'on est en train de créer une présomption de culpabilité. Alors, c'est très populaire. On fait comment alors ? Pour François Bayrou, il fallait qu'il reste au gouvernement ? C'est très populaire, mais c'est très démagogique. Je vais vous dire, dans le cas particulier de François Bayrou, je pense qu'il ne pouvait pas être ministre de la Justice et en même temps l'objet d'une enquête sur le mode de financement de son parti politique. C'est une question de poste, en fait. C'est une question de poste et pas Pourquoi, par exemple, Marielle de Sarnez était ministre des Affaires européennes, elle aurait pu faire une très bonne ministre des Affaires européennes. Pourquoi démissionne-t-elle ? La liberté de parole de François Bayrou. Enfin, je pense que d'une façon générale, comme quand à l'époque, moi j'ai toujours cette attitude. Quand à l'époque Bruno Le Roux, qui était ministre de l'Intérieur, démissionne, il y a un moment donné où en fait la moindre dénonciation, le moindre soupçon, il y a beaucoup de gens, vous savez, c'est vrai dans la politique, c'est vrai dans le monde des affaires, de l'entreprise, qui, à un moment ou à un autre, et c'est normal, peuvent faire l'objet d'une enquête. Mais faire l'objet d'une enquête, ça ne veut pas dire qu'on est coupable. Mais cela dit, il y a un autre moyen aussi de prévenir ça, c'est justement de faire des enquêtes beaucoup plus poussées avant la nomination. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui scanne les CV des futurs ministres, n'a rien vu pour ces 4-là qui sont partis. Est-ce qu'il faut se poser la question des moyens de la Haute Autorité ? Dans le cas présent, c'est pas une question de la haute autorité parce que la haute autorité, il y avait pas de problème de patrimoine personnel, c'est le mode de financement d'un parti. Il y avait des enquêtes qui semblent pour être François mises en Bayrou, cause. il y a déjà une enquête, pas le concernant directement, mais sur le MoDem. Mais regardez, la règle qui prévaut là pour des responsables importants du MoDem ne prévaut pas pour d'autres ministres qui sont restés au gouvernement. C'est-à-dire à ma connaissance, la ministre du Travail, elle Muriel fait partie Madame Pénicaud, il y a une enquête préliminaire aussi, et ça ne veut pas dire qu'elle est coupable. Donc, je pense qu'il faut laisser les gens travailler. Pour moi, la limite, elle est même pas dans la mise en examen, elle est dans le renvoi devant un tribunal correctionnel. Ça peut arriver d'aller devant un tribunal correctionnel et d'être innocenté, mais quand on est ministre, c'est sûr qu'on peut pas librement aller devant un tribunal. Pour le reste, il faut laisser les policiers et les magistrats enquêter, regarder, et s'il y a rien, c'est pas la peine d'arrêter. Et s'il y a quelque chose, il sera toujours temps de les dégager. Pour revenir à ce que vous disiez préalablement sur François Bayrou, il dit qu'il garde sa liberté de parole entière. Il y a 2 personnalités du MoDem qui sont dans le gouvernement. Où voyez-vous la contradiction ? Ah non, je ne voyais pas de contradiction. Je dis simplement que le poids politique du MoDem avant-hier et aujourd'hui, c'est pas le même. 2 petits secrétariats d'État et 2 grands ministères régaliens plus le ministère des Affaires européennes, ça n'a rien à voir. Il y a une régression forte qui a été sans doute la volonté du président de la République. Vous rejoignez-vous l'UDI, les constructifs, dans un groupe à l'Assemblée nationale qui a été officialisé hier. Pourquoi ?
Ah mais c'est très simple, l'UDI est en mesure de faire un groupe à l'Assemblée nationale, mais nous souhaitons rompre avec les habitudes politiques. Le message que les Français nous ont envoyé, c'est arrêter cette politique pavlovienne, cette politique réflexe, où lorsque vous êtes dans un camp, vous critiquez tout ce qui se fait dans le camp d'en face. C'était pas l'habitude de l'UDI, mais il se trouve que nous souhaitons construire, avec des républicains qui se font le même raisonnement, une force parlementaire nouvelle. Donc le groupe LR aurait été pavlovien. C'est pour ça que vous le quittez. L'opposition de droite hier, comme d'ailleurs l'opposition socialiste sous le mandat de Sarkozy, oui, est pavlovien. Par nature, par définition, quand c'est le camp d'en face qui dit quelque chose, on le critique, même si on disait la même chose avant-hier. Regardez, Emmanuel Macron parle de la construction et de la refondation européenne. C'est ce que nous disons depuis 15 ans, je ne vais pas dire le contraire. Il dit qu'il faut que les Français soient égaux devant les retraites. C'est ce que nous disons depuis 10 ans, je ne vais pas dire le contraire. Donc, nous ne voulons pas... Rien n'empêche jamais une personnalité appartenant à un groupe de voter certaines lois, ou même les groupes en entier d'ailleurs, certaines lois, et d'en voter d'autres. Vous avez raison, Madame Martichoux, mais vous avez raison, Madame Martichoux, mais une personnalité, ce n'est pas une force politique. Et ce que nous construisons avec des républicains qui ont choisi de sortir eux aussi des jeux de rôle de la politique que les Français ne supportent plus, c'est un groupe qui est capable de parler avec le gouvernement, en espérant que ce gouvernement ne s'enferme pas dans le parti unique, dans la majorité absolue donnée à un parti, parce que ça lui permet de s'enrichir de discussions, de propositions, et clairement, nous soutiendrons tout ce qui correspond à notre ADN, à nos projets politiques, et nous combattrons les erreurs d'un gouvernement. C'est quand même une façon plus simple de faire de la politique, en réalité, que de dire et de voter ce qu'on pense, et de ne pas s'enfermer dans des jeux de rôle où on a vu François Hollande contester la retraite à 62 ans et puis finalement ne pas y toucher, où on a vu la droite contester telle mesure. Est-ce que je vais dire que je suis contre la réforme du Code du travail alors que j'ai milité notamment, comment dirais-je, dans la primaire derrière Alain Juppé pour ça? Non. Et puis, est-ce que je vais dire demain que je suis pour la CSG et l'augmentation de M. Macron? Non plus, parce que je trouve ça anormal. Là, par exemple, les projets fiscaux du gouvernement, la hausse de la CSG, vous êtes contre? Oui, parce que je pense que c'est une idée qui est à la fois inefficace et inéquitable. Le président de la République dit la hausse de la CSG, ça va permettre de créer de l'emploi. Non, le CSG existe depuis longtemps, depuis Michel Rocard, je crois, 1989, et on l'a augmenté plusieurs fois. Ça n'a jamais créé un emploi. Mais je trouve ça surtout inéquitable parce qu'aller prendre à des retraités de l'argent pour donner aux salariés du privé, spolier les fonctionnaires qui, vous savez, je suis encore maire, la plupart de mes employés municipaux ont des tout petits salaires et on va, eux, les pénaliser de 30 € par mois pour donner à des salariés du privé. Il y a d'autres façons de donner du pouvoir d'achat sans qu'on prenne à des pauvres pour donner à d'autres pauvres. D'accord. Est-ce que vous voterez la confiance comme un seul homme dans votre nouveau groupe? Non, après ce que vous venez de dire, hein. Dans le groupe, il y a un certain nombre de parlementaires qui souhaitent voter la confiance. La plupart souhaitent s'abstenir, ce qui veut dire qu'on peut laisser le gouvernement travailler, espérer qu'il ne soit pas sourd et aveugle à toutes les idées. Et puis, je le répète, il y a ceux qui, là encore, par réflexe d'opposition, vont voter contre la confiance comme si on pouvait... abattre un gouvernement qui vient... Aucun vote contre, abstention ou vote pour. Un petit retour en arrière. Ça veut dire qu'au lieu de faire semblant d'abattre un gouvernement qui a la légitimité puisqu'il vient d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale, nous on se met dans la situation de travailler. Vous savez, le problème de la France, c'est pas de savoir quelles sont les postures politiques. Le problème de la France, c'est est-ce que nous redémarrons. Ça fait 35 ans que d'alternance politique en alternance politique, le chômage ne cesse d'augmenter, notre dette ne cesse de nous effondrer, et l'éducation nationale, par exemple, ne cesse de baisser de niveau et de capacité vous me permettez qu'on comprenne bien, Jean-Christophe Lagarde. En mars dernier, vous battiez pour arrêter l'hémorragie des sénateurs MoDem vers En Marche, des sénateurs UDI vers En Marche, pardon. Vous aviez fait alliance avec le candidat Fillon pour sauver votre accord électoral. La législative passée, vos députés élus, vous divorcez des Républicains. Faut suivre. Mais vous aviez tout prévu, en fait. Mais pardon, je vais vous faire le film un peu plus en avant. Ouais, lors de la primaire, peu de temps, alors. Bon. Eh ben, je vais le faire très rapidement. Lors de la primaire, nous avons soutenu Alain Juppé, qui est Premier ministre aujourd'hui. Quelqu'un avec qui je faisais campagne derrière Alain Juppé. Est-ce que je peux faire comme si ce n'était pas arrivé, comme si ce Premier ministre-là, avec qui je partage un certain nombre d'idées, même si j'ai des divergences sans doute moins avec lui qu'avec le président de la République sur, par exemple, la CSG, je vais faire comme si ça n'existait pas et je rentre dans la case. Vous savez très bien que l'alliance avec François Fillon, elle était la conséquence de la primaire. Nous avons, aux élections législatives, tous fait campagne en expliquant que nous serions des députés libres, exigeants,
et ouvert au dialogue, parce que la France ne peut alors. pas. Vous êtes philippiste. Je suis libre, exigeant. Vous dites-le. Vous êtes venu parce que Édouard Philippe était Premier ministre et que vous voulez être finalement un appui pour lui. Je ne suis pas un supporter. Je dis simplement que Édouard Philippe, j'ai travaillé avec lui pour la campagne d'Alain Juppé. Il y a des choses que je partage avec lui. Je pense qu'il faut prendre acte de ce fait politique qui a été le choix du président de la République et de travailler avec le gouvernement. Il y a des sujets sur lesquels on est d'accord. Travaillons ensemble pour la réussite de la France. Et à chaque fois qu'il y aura des désaccords, je viens de vous en exprimer, on combattra. Petite question très brève, excusez-moi, le temps passe et on a presque fini. Emmanuel Valls, qui peut-être ne siégera pas avec le Parti socialiste, est-ce qu'il aurait sa place chez vous? Écoutez, je pense que la question ne se pose pas parce que Manuel Valls ne s'est pas posé la question. Vous pensez pas? En tout cas, il vous l'a pas posé et vous, si vous la posez, vous diriez c'est assez incongru. Est-ce que vous présenterez un candidat à la présidence de l'Assemblée? Non, parce qu'il y a évidemment une majorité de députés En Marche et c'est à eux de présider l'Assemblée nationale. Là encore, il ferait bien d'être un peu ouvert dans le fonctionnement. Toutes les majorités absolues données à un parti sont un danger pour ce parti, ce gouvernement et le président de la République de devenir sourds et aveugles aux autres composantes de la société française. Merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde d'avoir été en direct avec nous d'une voiture technique d'RTL parce que malgré la circulation différenciée, vous étiez coincé dans les embouteillages. À très bientôt. Au revoir. Merci. Après les récentes démissions, on est en train de créer une présomption de culpabilité, vient de nous dire Jean-Christophe Lagarde, concernant le groupe constructif qui l'a rejoint. La réforme du Code du travail, oui. L'augmentation de la CSG, non. Nous serons des députés libres, nous a dit le président de l'UDI. L'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.